Imaginez être éjecté d'un avion en plein vol à plus de 3000 mètres du sol sans parachute, puis de devoir survivre au sein d'une forêt hostile pendant 11 jours, sans eau, sans nourriture, sans équipement, tous seuls. Eh bien, c'est ce qu'a vécu l'héroïne de l'histoire que nous allons traiter aujourd'hui. Et c'est vraiment fou, c'est incroyable, c'est vraiment dingue. J'ai vraiment plus d'adjectifs pour qualifier ça, c'est incroyable. Donc, surtout, ne zappez pas et on se retrouve tout de suite pour étudier l'histoire de Julian Kopke. Désolée, j'espère que vous allez bien. C'est Ronnie. Alors, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Non, ma deuxième, parce que ma première, c'est ma vidéo un petit peu introduction qui est sortie avant celle-ci. Bon, c'est ma première où je traite vraiment des sujets qui nous intéressent. Et c'est une vidéo Les incroyables histoires. Alors, c'est quoi les incroyables histoires? Le concept est simple, tout est dans le titre. Donc, je vais tout simplement vous raconter des histoires incroyables que j'ai découvertes et qui m'ont captivée et que j'ai envie de vous partager ensuite. Ce sont des histoires qui peuvent être touchantes, folles, vraiment des histoires peu communes qui, on est en mode what the fuck quand on les découvre, quoi. Donc, c'est le premier concept que j'amène sur cette chaîne, alors j'espère qu'elle va vous plaire. Bon, cette introduction déjà trop durée. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet et je vais tout de suite commencer avec l'histoire qui nous intéresse, qui est l'histoire de Julian Kopke, j'espère que je prononce bien son nom, et qui est la femme qui a été l'unique survivante d'un crash d'avion. Alors, nous commençons cette histoire avec l'enfance de Julian. C'est le 10 octobre 1954 en Lima, au Pérou, que Julian ouvre les yeux pour la toute première fois. Son père s'appelle Hans Wilhelm. Helm, je ne sais pas si je prononce bien, comme que je suppose que je prononce ça très mal. Donc, je vais abréger son nom à HW. Je sais que c'est... Désolée, j'ai juste pas envie d'écorcher son nom tout le long de la vidéo. Donc, son père, HW Kopke, est un biologiste allemand et sa mère Maria est une écrivaine et une artiste allemande également. Ils émigrent au Pérou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que le père puisse poursuivre sa carrière de biologiste en faisant des études sur la biodiversité des forêts tropicales amazoniennes. La famille s'installe donc à la fin des années 1960 dans une station de recherche sur la forêt tropicale créée par HW Kopke. Désolée, je suis désolée pour son nom. Et cette station de recherche s'appelle la Paguana. Julian vivra donc une enfance assez peu commune quand même, puisqu'elle passe une partie de son enfance dans la jungle péruvienne où elle développe une grande passion pour les animaux et la nature. Elle passe une enfance heureuse donc en apprenant sur les animaux et les plantes auprès de son père, sans savoir que plus tard ses connaissances lui sauveront littéralement la vie. Donc, nous sommes le 24 décembre 1971. Julian est alors âgée de 17 ans et s'apprête à monter à bord du vol LANSA 508 avec sa mère pour rejoindre HW dans une station. Pourquoi je l'appelle HW? Je peux juste l'appeler Hans. Désolée, je vais l'appeler Hans, ok? Là, je trouve que c'est plus respectueux que HW. Donc, pour rejoindre Hans dans une station biologique en pleine Amazonie péruvienne. Alors déjà, cette compagnie, la LAMSA, a très mauvaise réputation, car ils ont déjà près de 2 avions qui ont crashé et qui ont fait la une des journaux, donc c'est pas la compagnie la plus recommandée, quoi. Malheureusement, les deux femmes n'ont pas le choix que de prendre ce vol-là, car fin de fête d'année oblige, tous les autres vols sont complets. En plus, elles étaient déjà censées être au Pérou à ce moment-là, mais vu que Julian avait sa remise de diplôme et elle voulait que sa mère y assiste, elles ont dû repousser le départ. Mais bon, Maria veut fêter les fêtes de fin d'année en famille avec son mari et sa fille, donc elles embarquent dans l'avion. Au début du vol, tout va bien, mais à peine une demi-heure plus tard, Julian, comme les autres passagers, constate qu'il y a un problème. L'avion traverse des turbulences de plus en plus intenses, puis entre soudainement dans un orage tropical. Imaginez juste la scène. C'est un vol qui est censé être tellement serein, quoi. Et tu te retrouves dans ce genre de situation.
C'est terrible. Parce que je vous ai pas dit, mais bon, on se doute que l'ambiance dans l'avion à la base est joyeuse. Ce sont les fêtes de fin d'année, tout le monde a envie de rejoindre leurs proches pour profiter. Et ça t'arrive, il t'arrive ça. Juste les petites turbulences qui sont dans l'avion, ça te fait d'abord, tu as l'impression que, je sais pas, ça te fait te chier dessus. Donc, imagine seulement, je peux pas imaginer même en plus. C'est horrible, c'est horrible. Donc, imaginez juste la scène d'horreur. Les éclairs illuminent la cabine, des bagages tombent, les passagers sont secoués dans tous les sens et la terreur se lit littéralement sur tous les visages. L'on peut imaginer que les hôtesses ont essayé d'apaiser les choses, de faire leur job, mais c'est vraiment... Je sais pas comment on peut apaiser ça. Je sais pas. Je peux même pas imaginer comment ils se sont sentis à ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment cauchemardesque. Maria, la mère de Julian, a juste le temps de murmurer à sa fille c'est la fin, avant qu'un éclair ne frappe l'aile droite de l'avion, causant ainsi une immense explosion. L'appareil se brise littéralement en morceaux et Julian, qui est toujours à ce moment-là accroché à son siège, se retrouve projeté en dehors de l'avion à 3200 mètres du sol, sans parachute, avec comme seule protection son siège d'avion. Je ne peux pas imaginer le désespoir qu'elle a ressenti à ce moment-là. Vous savez ce que ça fait 3200 mètres? À titre comparatif, pour que vous ayez une idée, la tour Eiffel de Paris mesure 330 mètres. Ça mesure juste 330. Donc imaginez, et c'est tellement haut, donc je trouve ça vraiment haut. Donc imaginez être projeté à 3000 mètres du sol. C'est vraiment fou. Elle survit miraculeusement à cette chute de 3000 mètres. Plus tard, des experts estiment que cette survie est due à son siège déjà, à son siège qui s'est retourné et qui a formé comme une espèce de parachute. Et également au fait qu'il y avait une énorme densité d'arbres qui a pu amortir sa chute. Cependant, lorsqu'elle reprend connaissance, elle constate qu'elle est seule, blessée, sans eau, sans nourriture et entourée par la jungle sauvage. La jeune adolescente se réveille le lendemain matin allongée sur le sol humide de la jungle. Elle est sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, mais elle sait qu'elle est loin d'être tirée d'affaire. Donc, en inspectant les dégâts causés par sa chute, elle constate d'abord qu'elle souffre d'une fracture au niveau de la clavicule, ensuite qu'elle ne voit plus que d'un œil. Et cela est dû au fait que quand elle était expulsée de l'avion, la différence de pression entre l'intérieur de la cabine et l'extérieur était tellement énorme que les vaisseaux sanguins de son œil ont tout simplement éclaté. Donc, elle ne voit plus que d'un œil, mais elle a aussi une entaille profonde au niveau du bras. Sur certains sites, j'ai vu au niveau de la jambe, sur d'autres au niveau du bras, mais je pense vraiment que c'était au niveau du bras. Je ne sais pas si je me trompe. De toute façon, je ferai un disclaimer à la fin de cette vidéo par rapport au récit. Donc, le bilan n'est pas terrible, certes, mais au moins, elle est en vie. C'est ouf de s'en sortir d'une telle chute avec même si peu de blessures. Donc, ça va. Vraiment, ça va. Malgré ses blessures, Julian se met immédiatement à chercher sa mère. Elle retrouve donc des débris de l'avion avec des bonbons fondus, des paquets cadeaux rangés dans une sacoche, mais aucune trace d'une autre présence humaine, mis à part elle. Ayant la chance d'avoir grandi au milieu de la jungle, elle n'est pas totalement dépaysée et elle possède, comme je vous l'ai dit, des connaissances qui lui seront vraiment cruciales pour sa survie. Malgré ses blessures, elle décide donc de suivre tout d'abord un petit ruisseau. Ça, c'est un conseil qu'il lui avait été donné de son père. Donc, quand tu es perdu au milieu de nulle part, notez, ça peut vous être utilisé ou autre, tu es perdu au milieu de nulle part, justement. Quand tu es perdu au milieu de nulle part, tu dois suivre un petit ruisseau qui te mènera peut-être à une rivière et plus tard à une civilisation. Donc, elle suit ce conseil-là. Elle suit un ruisseau qui, elle espère, l'amènera à une rivière et peut-être à des secours. Pendant plusieurs jours, Ju survit uniquement grâce à ses bonbons. Genre, c'est mon ami. Julian survit uniquement grâce aux bonbons qu'elle avait retrouvés près des débris d'avion et quelques fruits qu'elle trouve sur son chemin. Et lorsqu'elle a soif, elle boit l'eau du ruisseau.
Les jours se transforment en cauchemars. Le soleil est brûlant, les insectes venimeux et ses blessures la poussent littéralement à bout. Elle connaît les dangers de l'Amazonie. Elle sait que d'éviter les serpents venimeux, les caïmans et supporter les piqûres incessantes des moustiques et des fourmis. Ses blessures empirent chaque jour, surtout sa coupure au bras qui a malheureusement eu le temps de s'infecter et où, accrochez-vous bien parce que c'est vraiment le détail le plus et où des asticots ont commencé à se former et à ronger la chair. Alors Julian est obligée, malgré la douleur, d'insérer un bâton dans la plaie afin de retirer le plus d'asticots possible parce que elle sait que si l'infection se propage trop, on sera tout simplement obligé de lui amputer du membre. Imaginez juste, c'est horrible. C'est la veille de Noël. Vous êtes heureux de retrouver votre parent. Vous prenez l'avion avec votre mère, insouciant de ce qui va vous arriver et vous vivez ce cauchemar. Votre avion se crache. Vous êtes expulsé de votre avion. Vous atterrissez au milieu de nulle part sans équipement adéquat parce qu'elle n'a littéralement rien sur elle. Elle a juste sa montre. Elle avait juste sa montre pour regarder l'heure. Donc, elle n'a rien, pas de briquet, que ce soit avec un briquet, mais du réseau, pas de rien du tout. Elle doit survivre au milieu de la nature. Elle doit trouver à manger, à boire, tout en supportant les douleurs de ses blessures, les insectes qui lui font mal, tout simplement. Le soleil, la faim, c'est horrible. Je sais pas comment elle a pu avoir la force de continuer parce que, je sais pas, il y en aurait tellement qui auraient juste pu s'arrêter et dire que je suis fatiguée, je vais attendre les secours, mais pas elle. Elle a continué à marcher. C'est fou. C'est ça qui rend cette histoire tellement incroyable. Juliane répète donc ce quotidien pendant 10 jours. Donc, elle se promène en suivant le ruisseau, elle se nourrit de fruits, elle boit l'eau du ruisseau, elle prend le bâton pour essayer de retirer un maximum les larves de sa plaie afin d'éviter que l'infection se propage, et encore, et encore, et encore, tout ça en évitant les insectes, en évitant les animaux dangereux, venimeux. C'est fou. À un moment donné, comme elle n'a plus de force, elle économise ses dernières forces qui lui restent en se laissant juste porter par le cours d'eau quand soudain elle aperçoit un canoë près d'un abri. À ce moment, Joe se dit d'abord qu'elle a une hallucination. Pour elle, c'est tellement impossible que ça puisse vraiment être là. Elle est tellement désespérée quant à la situation que elle n'y croit pas. Tout simple. Elle n'y croit pas. Donc, elle se rapproche du canoë en question et elle touche. Et c'est en constatant que le toucher est véritable que je sais pas, j'arrive pas à imaginer juste le soulagement qu'elle a pu avoir à ce moment-là de se dire qu'elle a enfin trouvé euh, une trace de vie dans cette forêt, dans cet endroit perdu au milieu de nulle part. Elle se rend donc à l'abri et elle y trouve de l'essence. Et tenez-vous bien, c'est vraiment le détail pour moi qui rend aussi cette histoire folle. Elle prend l'essence et elle verse l'essence sur sa plaie pour essayer de désinfecter le plus possible. Elle dit bien que la douleur était indescriptible. La douleur est indescriptible, donc elle a mal, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle est obligée de faire en sorte de limiter la casse, de désinfecter au maximum sa plaie, comme son père lui a appris. Elle verse l'essence sur sa plaie et grâce à cela, elle dit qu'elle était contente parce qu'elle a pu se débarrasser d'environ 35 asticots. 35 asticots. C'est fou. Elle s'allonge ensuite sur place, donc elle avait envie de continuer parce qu'elle ne voulait vraiment pas prendre le risque d'attendre quelqu'un et qu'il n'y ait plus de secours, mais bon, elle est épuisée. Elle préfère juste rester là où elle a pu trouver les premiers signes de vie. Elle s'allonge sur place et elle attend que les propriétaires du bateau et de la hutte viennent lui porter secours. Et heureusement, son calvaire est sur le point de prendre fin. Quelques heures plus tard, 3 bûcherons arrivent sur place et trouvent Juliane allongée au bord de la mort. Heureusement, Juliane parle leur langue, donc elle parvient à leur expliquer sa situation. Elle dit qu'elle est rescapée du crash d'avion. Et bon, les bûcherons arrivent tout de suite à faire le lien. Ils constatent donc que oui,
c'est l'une des survivantes du crash du vol de l'ANSA. Et ils prennent immédiatement soin de Julian. Donc, ils lui apportent les soins de premier secours, puis ils la mettent dans le bateau. Ils la transportent en canoë jusqu'au village le plus proche. Et de là, elle sera transférée à l'hôpital de Pucallpa par avion. Je veux faire une pause dans l'histoire pour parler du transport parce que je trouve que c'est vraiment important dans l'histoire. Donc, imaginez, je sais que je vous demande beaucoup d'imaginer, mais mettez-vous un petit peu à sa place. C'est encore tellement frais et elle doit remonter dans un avion pour pouvoir rejoindre l'hôpital le plus proche, quoi. Et elle doit traverser toujours une forêt dans cet avion. Donc, ça ravive tellement de traumatismes. Elle a elle-même dit que ce voyage était horrible, c'était vraiment le pire voyage de sa vie, quoi, après l'accident. Mais elle n'avait pas le choix. Elle était obligée pour pouvoir rejoindre l'hôpital. Mais elle-même, elle le dit que c'était vraiment horrible comme sensation. Et je peux imaginer à quel point c'est traumatisant. On ne peut qu'imaginer, même, on ne peut qu'imaginer. Et c'est arrivé à cet hôpital qu'elle retrouvait son père qui l'attendait dans une anxiété indescriptible. Donc, imaginez juste ce que son père ressent à ce moment-là. Ta femme et ta fille sont censées te rejoindre le 24 parce que c'était un vol vraiment basique. Hein. C'était un vol très basique qui ne devait durer qu'1 heure à la base. Et ils sont censés te rejoindre très bientôt pour que vous puissiez fêter les fêtes de fin d'année ensemble. Et puis, subitement, tu apprends que l'avion dans lequel ils étaient a eu un accident, s'est crashé au beau milieu de l'Amazonie et que les recherches ne donnent rien. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a eu des recherches, donc il y a eu des avions qui ont survolé le lieu du crash pour essayer de trouver les débris d'avions et peut-être des potentiels survivants, mais à cause de la densité des arbres, on ne pouvait vraiment rien voir. Tout était vraiment caché. C'était impossible de déterminer le lieu de l'accident, de la hauteur, quoi. Tu es juste censé faire ton deuil sans explication. Et peut-être que tu as ta femme et ta fille qui sont vivantes quelque part, mais qui ne peuvent pas recevoir d'aide. Et je trouve ça vraiment fou. Parce que même si on essayait d'apporter de l'aide de la terre, l'Amazonie, c'est tellement grand que la zone est tellement large que c'est pratiquement impossible d'y aller au talon et de fouiller. Puis, 10 jours plus tard, on t'appelle, on te dit, oui, bonjour, monsieur Hanks. Oui, vous voyez, il appelle pour te dire qu'on a retrouvé ta fille, qu'elle est vivante, qu'elle va bien. C'est fou, l'ascenseur émotionnel qu'il a pu ressentir, c'est dingue. Et même pas seulement lui, même les autres proches des victimes de cet accident-là, elles ont dû être tellement soulagées en apprenant cette nouvelle. Ça redonne de l'espoir que si elle a pu y arriver, pourquoi pas les autres, vous voyez. Et je pense que après ça, après qu'elle soit revenue, Monsieur Hans justement a mis en œuvre tout ce qui était possible pour pouvoir retrouver sa femme. Je crois qu'il a vraiment investi pour les recherches, etc. L'histoire de Julian a rapidement fait le tour du monde. Les gens se sont vraiment émerveillés de son courage, de sa résilience et son instinct de survie incroyable. C'est également grâce à elle et aux indications qu'elle a pu donner que l'on a pu retrouver les débris de l'avion, également le corps des autres victimes. Parce que sans elle, c'était pratiquement impossible, vu que je vous ai dit que c'est perdu au bout de 1000 pages. Et c'est grâce à ces indications qu'elle a donné justement qu'on a pu retrouver le corps des victimes. Et malheureusement, plus personne n'était vivant. Et après autopsie des corps, on a pu trouver que certaines personnes, après l'accident, étaient encore en vie, mais du fait qu'ils n'ont pas eu des soins, sont décédés de leurs blessures, comme la mère de Julian, Maria. Elle était vivante après le crash, mais malheureusement, elle n'a pas pu survivre à ses blessures et elle est décédée. Et je trouve ça fou et tellement triste de me dire que ces personnes-là auraient pu être sauvées, mais que du fait qu'ils étaient littéralement perdus au milieu de nulle part, ils n'ont pas pu avoir de l'aide et sont juste décédés. C'est horrible. Julian est donc l'unique survivante du vol Lanza 508, l'unique survivante parmi près de 70 personnes. Beaucoup étaient impressionnés par la capacité de Julian à survivre un milieu aussi hostile. Le fait qu'elle ait survécu à une chute de 3000 mètres sans parachute et qu'elle a réussi à survivre 11 jours dans une forêt sans équipement, sans rien, c'était fou.
Et voilà, par rapport au fait qu'il y a eu des recherches, ça a dû être une telle épreuve pour elle. Pendant qu'elle était en train de faire tout pour pouvoir survivre, il y avait littéralement des avions qui tournaient autour d'elle, mais qui ne pouvaient pas la voir, qui pourraient lui apporter l'aide qu'elle cherchait et l'aider à justement s'en aller de cet endroit horrible et à obtenir les soins qu'elle espérait. C'est fou de se dire qu'elle avait littéralement ses sauveurs. Et c'était elle qu'il cherchait, donc des survivants, les débris. On la cherchait, mais on ne pouvait pas la voir. Et elle avait son moyen de retour là, mais elle ne pouvait rien faire pour. C'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Elle a dû se débrouiller par elle-même pour se sortir de cette galère. Et c'est ça qui rend cette histoire encore plus incroyable. Certains psychologues et survivants d'autres catastrophes ont souligné la force mentale exceptionnelle que Julian avait, le fait de rester calme et d'utiliser toutes les connaissances qu'elle a pu acquérir, du fait d'avoir grandi dans la jungle pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait. C'est fou. Par contre, la compagnie aérienne Lufthansa n'a pas été épargnée par la critique, vu que c'était littéralement la 3e fois en 5 ans que leur avion se crachait. Donc, les critiques ont conduit à la fermeture de la compagnie peu après. Beaucoup ont pointé du doigt la mauvaise maintenance des avions et les pratiques de sécurité laxistes comme la cause de cet accident. Alors, et Julian dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle a souvent parlé de l'impact psychologique de cette expérience sur elle. Après le crash, elle a malheureusement souffert du syndrome du survivant, se demandant pourquoi c'est elle qui a survécu et pas les autres. Pourquoi c'est spécialement elle qui a pu survivre à cette tragédie, alors que tant d'autres, y compris sa mère, étaient décédés. Donc, il lui a fallu un certain temps pour faire face à la culpabilité qu'elle ressentait et l'écriture de son histoire à travers un livre l'a énormément aidée. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle When I Fell from the Sky en 2011, donc quand je suis tombée du ciel. Et ça l'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve, à passer à autre chose. Elle a également donné beaucoup d'interviews à des journalistes et des documentaristes comme la BBC ou encore National Geographic pour parler de son histoire justement. En 2000, elle a tourné dans un documentaire avec un cinéaste au nom de Werner Herzog qui s'intitule Les ailes de l'espoir. À propos de Werner, il s'est vraiment senti concerné dans cette histoire parce qu'il a fallu être une des victimes du vol Lanza 508. Donc, il aurait dû monter dans l'avion, mais son billet a été annulé au dernier moment. Il y a eu un souci à ce niveau-là, donc il n'a pas embarqué. Donc, s'il avait embarqué, il aurait sûrement été mort à l'heure qu'il est. Donc, il s'est vraiment senti concerné dans ce documentaire-là. Bon, actuellement, Julian, elle est bibliothécaire à la collection zoologique de Bavière à Munich. Avant d'être bibliothécaire, elle a été biologiste. Donc, elle a étudié les chauves-souris et je pense vraiment qu'elle a été assez célèbre dans ce domaine-là. Donc, elle a suivi les traces de son père. Je trouve ça rassurant de se dire qu'après cette tragédie, elle a pu vivre une vie normale, entre guillemets, hein, parce qu'elle est quand même devenue star avec son histoire, justement. Mais elle a pu vivre une vie un peu normale, elle a pu passer à autre chose, elle a pu affronter cette épreuve, justement, et vivre sa vie, trouver un job, se marier. C'est rassurant de me dire qu'elle a pu aller mieux après cela. Surtout que c'était une expérience traumatisante et très difficile pour elle, surtout le après de l'accident, parce qu'après cela, elle a été poursuivie par les médias, je pense. Être du jour au lendemain devant les caméras, pourchassée par les médias qui veulent lui interviewer et qui sont juste intéressés par l'aspect incroyable, parce que c'est ce qu'elle dit. Donc, elle était triste qu'ils soient juste également intéressés par l'aspect extraordinaire de son histoire et pas touchée par la tragédie de cette histoire plutôt. Donc, c'était vraiment une période difficile pour elle après l'accident, je pense. Et ça, c'est rassurant de se dire qu'elle a pu passer à autre chose et vivre sa vie comme elle le voulait. C'est sur cela que sonne la fin de cette histoire, les gars. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce moment à ma compagnie. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue non plus parce que je ne veux pas tirer en longueur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'histoire de Julian Kopke.
C'est une histoire assez connue quand même, c'est pas non plus une histoire très rare, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, surtout si vous êtes fan des faits divers. J'espère que je vais bien raconter, que je n'ai pas fait d'erreur sur certains détails. Donc à propos de ça, je n'ai pas non plus la science infuse. Peut-être que j'ai fait des erreurs sur certaines informations, alors je compte sur vous pour compléter cette vidéo ou bien pour me rectifier en commentaire en étant tout de même bienveillant, s'il vous plaît. Je débute, c'est ma toute première vidéo, donc j'espère qu'avec le temps, je vais m'améliorer, surtout dans ma manière de raconter, mettre un peu plus de moi, etc., etc. Donc améliorer ce point-là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à... Oh, je n'ai pas dit ça au début. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et également les points que je devrais améliorer pour la prochaine fois. Donc dites-moi tout ça. J'espère qu'on va faire grandir cette chaîne ensemble, que l'on va vraiment évoluer ensemble dans la bienveillance, parce que j'aimerais que cette chaîne soit vraiment une safe place où on vient juste écouter des histoires, des débats, etc. et commenter et discuter en commentaire. Donc je répondrai à tous les commentaires. Je ne sais même pas si j'en aurai, mais bon, si j'en ai, je répondrai à tous les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.